Alors on va parler maintenant aussi de la question de l'intérêt collectif, je pense, avec Geneviève Godin qui va nous présenter la SCIC Tetris. Donc SCIC Tetris qui travaille dans le domaine notamment de la transition environnementale, qui a plein d'activités, y compris un Fab Lab, qui fait de l'expérimentation, qui a une épicerie communautaire, qui est dans le domaine aussi de l'éducation populaire. Je pense que les thématiques dont on a parlé aujourd'hui, ça a été mentionné, je crois, à une ou deux reprises, ont à voir avec l'éducation populaire, qui travaille aussi dans le domaine de la recherche-action. Donc beaucoup de thématiques afférentes peut-être au modèle des coopératives et sur lesquelles la recherche publique a peut-être des choses à apprendre. Alors bonjour, effectivement je travaille avec l'Institut Godin qui est à Nîmes, je m'appelle Geneviève Fontaine, juste pour voilà. Voilà. Alors on a beaucoup parlé ce matin de coopératives de recherche et moi je viens vous parler de la recherche au sein d'une coopérative. C'est pas la même chose parce que effectivement l'objet de la société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Tetris, qui veut dire transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale, regroupe avant tout des acteurs. Des acteurs de terrain qui sont des associations, essentiellement, d'autres SCIC, des entreprises, dont des entreprises qui se disent start-up pour certaines, voilà, mais qui regroupent des acteurs qui partagent une finalité. Cette finalité, elle va au-delà de la recherche d'un intérêt mutuel, comme on peut trouver dans une coopérative, voilà, et ils acceptent de partager un intérêt collectif au territoire. Cet intérêt collectif au territoire, il est défini dans le titre, dans l'acronyme de Tetris, transition écologique territoriale. En acceptant de consacrer du temps par la recherche et l'innovation sociale, donc en acceptant de consacrer du temps, des moyens, à des activités de recherche. Donc c'est cette particularité qui est inscrite dans le préambule des statuts de la SCIC qui fonde ça. Donc c'est un collectif d'acteurs qui est installé à Grasse, contrairement aussi à ce qu'on a un peu entendu, enfin je ne connais pas, mais là il y a des locaux, il y a des enjeux aussi de matériel, il y a aussi des enjeux, il y a des machines-outils, il y a tout ça dans ces structures, donc il y a d'autres enjeux qui sont, voilà, donc 1500 m² de locaux, entièrement supportés par ces structures. Quand on sait le prix du foncier dans les Alpes-Maritimes, voilà, ça donne aussi une idée. C'est pas avec beaucoup, on va voir, c'est une forme de mutualisation, de coopération. On a évoqué le terme des communs, qui là va beaucoup plus loin dans cette recherche de réflexion, enfin, sur ce que sont les communs et comment on peut les produire. Comment on s'est rencontrés par rapport à ces 12 structures et puis toutes celles qui arrivent, celles qui éventuellement passent par ce qu'on peut appeler un incubateur mais qui ne ressemble pas à ce que vous avez décrit non plus, donc on en parle un petit peu. Et le point commun, c'est quand même une politique publique au départ, et quand même il faut le souligner, c'est une politique publique de soutien à l'économie sociale et solidaire qui a rendu possible le fait qu'on se rencontre et qui nous a donné le temps d'arriver à construire justement cette idée d'une finalité commune et d'un intérêt collectif. Donc ça peut être ça aussi l'intervention des pouvoirs publics dans la coopération, ça peut être aussi de permettre la rencontre. Donc on a une approche, d'abord on a un cadre, je dirais, conceptuel qu'on partage, on fait partie plutôt de l'économie solidaire. On a beaucoup parlé des échanges réciprocitaires, donc on les valorise énormément. Beaucoup des activités des structures présentes, qui sont des structures d'éducation populaire, pratiquent la contribution libre ou des réflexions autour effectivement de la valeur. Donc la réciprocité est au cœur du modèle économique et c'est aussi tout un travail de revendication sur le fait de pouvoir avoir des modèles économiques reconnus et qui ne repose pas forcément que sur des échanges redistributifs, subventions ou fondations, et sur des échanges monétaires marchands, mais sur un tas d'autres choses aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi on se croise régulièrement, même si on n'a pas encore trouvé avec Christophe de terrain sur lequel, parce que nous on part toujours des pratiques, puisqu'on parle des acteurs, de terrain concret sur lequel on a beaucoup d'échanges sur les productions.
Dans la SCIC, donc cette SCIC, elle porte, il y a des coopérateurs, on ne l'a pas dit depuis ce matin, mais la particularité du statut de SCIC, c'est qu'il peut y avoir tout type de statut juridique à l'intérieur. Nous, c'est ce qu'on a cherché. C'est pour ça qu'on a fait une SCIC. C'est parce qu'il y avait des petites assos, il y avait des entreprises, il y avait d'autres SCIC, puis il y avait la collectivité locale. Et puis il y avait des personnes physiques, dont des chercheurs, et puis il y avait, voilà, donc comment on fait des bénévoles, comment on fait pour arriver à faire coopérer tout le monde, et le statut de SCIC était le seul, et bien sûr il dépasse pour nous largement ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire la recherche d'un homme, une voix. Parce qu'on sait quand même bien, enfin il ne faut pas non plus se leurrer, un homme, une voix, ça c'est écrit sur le papier. Mais dans la réalité des coopérations, il peut y avoir aussi, ou des tentatives de coopération, il peut y avoir des hommes qui ont une voix qui porte plus que les autres. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Donc si on s'arrête là, on n'a rien créé. C'est aussi ce que Christophe nous a dit. C'est une posture, et une posture qui suppose, et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur l'éducation populaire aussi, et que c'est l'apport des associations d'éducation populaire dans cette dynamique, qui se pose une posture de reconnaissance de l'autre comme égal en dignité. Et ça, on va voir ce que ça veut dire au niveau de la recherche, parce que ça, quand on travaille avec des partenaires qui sont différents, qui ne sont pas tous des chercheurs universitaires, ça veut dire quoi? Reconnaissance d'une égalité en dignité des savoirs, par exemple. Comment on fait pour travailler entre savoir pratique, savoir vécu, savoir issu de travaux académiques, et comment on fait pour que chacun garde ses spécificités, que chacun développe ses activités, mais qu'en même temps chacun s'enrichisse. Donc la SCIC, de Tetris, ça a eu la particularité, donc c'est un peu pour ça aussi que Alexandre nous a demandé de venir, c'est qu'on fait un va-et-vient permanent entre des activités qui existent, qu'on appelle des activités socio-économiques, parce qu'elles ne sont pas toutes d'un but marchand. Il y en a plein qui sont aussi des dispositifs publics, enfin plein de choses de l'insertion par l'activité économique, enfin, plein de choses qui ne sont pas forcément directement des activités purement économiques telles qu'on les entend. Il y a ces activités, donc sur place il y a 80 personnes qui travaillent, qui sont salariées avec différents statuts. Il y a à peu près entre 15 et 20 volontaires en service civique. Il y a 250 bénévoles. Et après, il y a 3500 personnes qui passent sur le site par an, sur la première année d'existence. C'est des publics très, très divers, ils ne sont pas engagés de la même manière dans le projet. Donc ces activités socio-économiques sont en lien direct et en permanence avec les projets que l'on accompagne, qui peuvent être des projets qui viennent de porteurs de projets, qui ont par particularité de toujours vouloir travailler en collectif, même s'ils ne sont pas en collectif quand ils arrivent. Ils ont une volonté, une appétence, une envie de travailler en coopération, en collectif, ce qui suppose aussi la transparence, la construction de la confiance, donc on parle de réciprocité, mais il y a des bases avant ça qui sont essentielles, et donc tout ça s'inscrit en des temps très longs par rapport à la réflexion économique d'aujourd'hui, qui est souvent beaucoup plus de court terme. Donc ça nécessite de construire des relations basées avant tout sur du lien social, avant d'être basées sur la recherche d'intérêts individuels. Ces projets, ils peuvent être aussi générés par le collectif. C'est aussi ça la particularité. C'est-à-dire que comme sur place, si on reprend la même chose que pour Christophe vous a décrit, il n'y a pas d'hierarchie. Il y a un mode de fonctionnement qui est basé sur l'autonomie et l'association des personnes de manière libre et autonome, qui est consciente de leurs responsabilités autour de projets qui sont en cours de développement. Ces projets avancent à leur rythme. Parfois, ils n'avancent plus pendant 3 mois, puis à un moment donné, il y a d'autres personnes qui arrivent qui... Voilà, donc ça suppose aussi de travailler, on travaille beaucoup sur la stigmergie. C'est-à-dire laisser des traces qui permettent à d'autres de venir reprendre. Voilà, donc on s'inspire aussi de la réflexion sur le biomimétisme. Donc on essaye d'inventer d'autres manières de faire, et il y a des projets qui émergent du collectif directement, et qui sont aussi, on peut dire, incubés, mais ça ne correspond pas à un incubateur, parce que ces projets, ils peuvent à un moment donné, 2 projets qui sont accompagnés, on peut dire, dans Tetris, vont pouvoir fusionner pour être encore plus pertinents en termes d'intérêt collectif au territoire. On n'est pas dans une recherche effectivement d'un intérêt individuel en premier, mais de cet intérêt collectif au territoire. Ce qui n'empêche pas d'avoir pour objectif de créer des emplois, la lucrativité limitée
la non-lucrativité des SCIC nous y aide aussi, au sens où, voilà, dès qu'il y a de la possibilité, c'est un emploi créé en CDI, avec une réflexion sur la qualité des emplois, etc. Et il y a un centre de recherche au sein de la SCIC. C'est un pôle de la SCIC. Ce n'est pas une structure à part. Les associations et les structures qui se sont regroupées en SCIC ont souhaité que la recherche soit au cœur de la dynamique. En fait, on a voulu expérimenter. C'est une sorte d'expérimentation, une manière différente de faire de la recherche, au cœur d'un projet collectif qui est lui-même une expérimentation. C'est imbriqué, comme on dit. Voilà. Donc, ce centre de recherche, il part d'une réflexion. On sait bien accompagner le transfert de technologies, voilà, de recherche issue de sciences dites exactes, de technologies. Ça, il y a tout un écosystème pour ça. Et puis quand on s'intéresse à des structures qui sont des structures qui produisent essentiellement de l'innovation sociale, qui cherchent à produire de l'innovation sociale, il y a rien. Concrètement, on apprend en marchant, et moi mon rôle c'est, avec l'aide des chercheurs, dont certains sont ici, qui sont des partenaires, du REDEG ou plein d'autres universités, c'est aussi d'avoir un regard réflexif sur qu'est-ce qui se passe en termes de recherche au sein de cette expérimentation. Parce que c'est, on ne sait pas trop. Alors quel type de recherche? Essentiellement de la recherche appliquée, puisque l'objectif c'est de venir aider. Venir aider les acteurs dans leur finalité de transition écologique territoriale. Donc c'est quand même une recherche qui est appliquée. Deux modalités d'activation aujourd'hui de cette recherche, soit à la demande des acteurs, c'est-à-dire que, alors ils ne vont pas dire j'ai une question de recherche. Ils vont exprimer à un moment donné un frein, un blocage, on va collectivement identifier que là on n'y arrive plus, qu'il y a un problème, etc. Et le rôle du centre de recherche de Tetris, ça va être de transformer ça en une question de recherche, en travaillant avec des chercheurs, des universitaires, comment on peut lire ça, la question qui est posée. Alors, et ça débouche aussi bien sur des recherches qui sont des recherches technologiques, des partenariats avec Centrale Marseille pour arriver à trouver des solutions au traitement des déchets que sont les bâches événementielles. Vous voyez, ça peut être ça, parce qu'on a un des acteurs qui récupère des bâches événementielles et les transforme en objets de maroquinerie, en sacs, en trousses, etc. Sauf qu'ils crousent sous les bâches, parce qu'ici on en produit quand même beaucoup, et que c'est pas, on ne peut pas tout transformer en sac. Ça, c'est pas, voilà. Il y en a qui, de toute façon, personne ne voudra un sac avec la bâche. Voilà. Il y en a qui sont protégés par la propriété intellectuelle parce qu'il y a la tête de quelqu'un de connu dessus. Il y en a, donc il faut trouver d'autres solutions. Donc l'acteur, lui, il exprime, je veux aller vers zéro déchet, comment on fait? Voilà, c'est ça la question. C'est qui peut m'aider, comment on fait pour réfléchir? Et après, c'est comment on va chercher les partenaires de recherche universitaires ou de labos privés, voilà, pour travailler. Alors, en posant comme base, effectivement, la question du partage de la valeur de ce qui va sortir. Parce que c'est la question essentielle. Parce que c'est pas parce que c'est des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont une lucrativité limitée qu'elles ne doivent pas quand même avoir fait générer des profits pour pouvoir les réinjecter dans leur activité, etc. etc. Donc, la question, comment on va partager la valeur générée par ce qui va sortir? Ça nécessite de réfléchir, effectivement, tout ça est en construction, parce qu'on fait des essais, erreurs, c'est en ça aussi qu'on peut dire qu'on construit un commun. C'est-à-dire qu'on fonctionne par processus d'essais, d'erreurs, de construction de règles, de construction de normes, par essai et erreur, et c'est comme ça qu'on avance. Alors, de plus en plus, en fait, on passe par des pactes d'associés. C'est-à-dire, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, cette idée, c'est que tant qu'on est dans la phase d'étude d'opportunité, je dirais, voilà, qu'il n'y a pas d'application directe, qu'on vous n'entrevoit rien, on peut être dans des coopérations qui sont des coopérations informelles, voilà. Et dès qu'on entre dans le fait qu'il va falloir construire un prototype, on en a parlé par exemple de difficultés à financer cette phase-là, surtout pour des toutes petites structures qui en termes de budget, voilà, et qui n'ont pas de haut bilan, donc la capacité d'assumer ces risques-là, elle est inexistante. Et bien là, on passe par des pactes d'associés, c'est-à-dire effectivement,
on essaye d'écrire, alors ils sont différents à chaque fois, mais qu'est-ce que chacun va apporter? Alors dans la logique de contrat de réciprocité, nous ça nous pose un problème parce qu'on est quand même sur l'idée d'une réciprocité qui soit émancipatrice. C'est-à-dire que le retour, je ne l'attends pas de la personne ou de la structure à qui j'ai donné. J'attends le retour, le jour où j'en aurai besoin, du collectif dans son ensemble. Et donc, quand donc on a essayé des contrats de réciprocité, on y a réfléchi, ça nous enferme dans du B2B, quoi. Et ça nous gêne. Dans le fonctionnement, ça nous gêne. Parce qu'en fait, je peux très bien donner un coup de main à une structure à ce moment-là, et puis que ça soit une autre structure à un autre moment, ou à une autre personne qui me donne un coup de main quand moi j'en aurais besoin. Donc plutôt sur une réciprocité qui fait appel à une responsabilité au sens de rigueur, hein, c'est-à-dire je me sens responsable de ce qu'on est en train de créer ensemble, et j'ai envie d'en prendre soin, hein, on se base aussi beaucoup sur le CARE, j'ai envie d'en prendre soin, plutôt qu'une responsabilité née d'un contrat interindividuel et d'un engagement interindividuel. Donc c'est plutôt cette forme-là qu'on essaye de travailler, mais alors là aussi, il n'y a pas de cadre juridique. Alors, oui. On a travaillé avec une coopérative, une monnaie complémentaire, qui s'appelle le COPAC, qui permet justement de sortir de la... Tu fais quelque chose, tu me dois quelque chose. Ouais, alors, il y a une association qui porte la monnaie locale à l'intérieur du collectif. Donc, on a une monnaie locale sur le pays de Grasse, qui est portée par une des structures du collectif. Effectivement, la monnaie locale est un super outil pour exploser les cadres de la coopération et même de la réflexion sur la création monétaire et tout ça. Et de financement de projets de transition écologique. C'est un outil qui est, pour l'instant, pas trop borné d'un point de vue institutionnel et légal, qui pour l'instant garde une souplesse de créativité et d'imagination. Et on ne s'en prive pas, de coupler un fonds de dotation avec une monnaie locale, d'essayer plein de choses qui parce qu'elles ne sont pas encore dites comme interdites, on peut essayer. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a de la recherche aussi fondamentale. Moi je suis en train de faire une thèse, il y a des doctorants qui sont présents. On contribue aussi, donc on n'est pas coupé de la recherche académique, mais on essaie de développer une place pour faire de la recherche autrement. C'est ça. C'est pas un rejet du monde académique, mais c'est quand même de dire il doit être possible de faire autrement que cette logique de concurrence libérale dans le monde de la recherche. Mais il y a des publications qui sont des thèses, qui sont des articles universitaires, qui sont issus des travaux qui sont faits par Tetris ou par des chercheurs associés. Excuse-moi, est-ce que vous avez eu des problèmes? Nous, au moment où on a essayé de faire rentrer des chercheurs dans la coopérative, on nous a objecté le conflit d'intérêts, en nous disant qu'à partir du moment où un chercheur rentrait dans la coopérative, en gros, ils ne pouvaient plus travailler avec la coopérative, on ne pouvait plus faire de projets ensemble. À partir du moment où ils étaient dans leur laboratoire et dans leur institution, une fois rentrés dans la coopérative, ils étaient considérés comme intéressés. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait plus moyen de tisser des partenariats. Et alors, au niveau de l'union des coopératives, on m'a dit non, c'est pas le cas, ça n'existe pas. Et puis, du point de vue des institutions, on m'a dit si. Donc, est-ce que vous avez eu ce problème à régler? Alors, on n'a pas ce problème pour la simple et bonne raison que pour l'instant, les chercheurs qui sont présents sociétaires de la SCIC sont à leur nom propre. Ils ne rentrent pas au nom de leur laboratoire. Et puis surtout parce que la recherche dans la SCIC est une fonction support. Comme tout à l'heure, on nous expliquait, c'est-à-dire que c'est les projets qui financent, et puis d'autres sources de financement qui sont des financements publics, etc., qui financent ce pôle de la SCIC. La SCIC n'a pas d'activité commerciale, de vente, de quoi que ce soit autour de la recherche. Non, mais c'est pas une histoire de vente, c'est par exemple, si à un moment il y a un projet de recherche qui vous intègre en tant que partenaire dans le projet, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'attribution du projet vous a été octroyée par
proximité. Et justement, si les chercheurs interviennent dans leur nom propre, souvent dans les contrats que les chercheurs passent avec leurs institutions, il est écrit qu'ils sont soumis à des clauses de conflit d'intérêts s'ils prennent part dans les sociétés, etc. Pour l'instant, on n'a pas été confronté à ce type de choses. Alors c'est aussi parce qu'on est peut-être... le réseau avec lequel on travaille, c'est le réseau interuniversitaire sur l'économie sociale et solidaire, qui passe beaucoup par des chaires d'économie sociale et solidaire, donc ne sont pas dans les mêmes cadres, parce que c'est déjà des espaces coopératifs de la recherche, donc ils sont peut-être moins dans un carcan d'un laboratoire qui pourrait avoir ce type de pratique. Je pense que c'est lié aussi au fait que c'est l'économie sociale et solidaire, et donc la recherche en économie sociale et solidaire peut-être développe aussi des manières de faire qui sont pas forcément les mêmes. L'autre réseau, c'est le réseau interuniversitaire sur l'éducation et le développement durable. C'est pareil, il y a toute une réflexion sur les modes de recherche, la mode de voilà, où il y a beaucoup de... Je pense que c'est peut-être aussi parce que nos partenaires actuels, pour l'instant, officiels de recherche, avec lesquels on a des relations comme ça, sont peut-être un petit peu à la marge aussi du modèle dominant, quelque part. Voilà, parce que l'éducation au développement durable, l'ESS, c'est quand même pas le mode dominant. Et donc, c'est aussi des chercheurs qui, quand ils ont choisi de faire, par exemple, leur carrière ou d'essayer de faire une carrière dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'ils ont déjà fait ce trait sur l'accès à la recherche publique, voilà, parce qu'il n'y a pas de poste pour les chercheurs en économie sociale et solidaire, de fait. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'ils sont aussi, ça peut être aussi un parcours différent des chercheurs avec lesquels on travaille. En fait, il y a deux types de chercheurs avec lesquels on travaille. Soit c'est des gens qui sont plutôt, ça y est, leur carrière est faite. Et donc, quelque part, ils viennent faire autre chose, voilà, avec nous. Ou alors, ça va être plutôt des jeunes chercheurs qui sont en quête aussi d'un questionnement sur comment on fait pour faire autre chose. Nous, la remarque de Nicolas, elle est plus spécifique dans le cadre de comment on répond à des projets de recherche où on est partenaire avec des labos. La question, c'est en étant partenaire dans ces projets de recherche, est-ce qu'il n'y a pas un conflit? La question, elle est ouverte. Alors, je pense que la CGScope nous a quand même pas mal expliqué que non, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'on est une coopérative et que donc il n'y a pas de prise d'intérêt réelle. Mais c'est pas clair du côté de l'ANR, du côté de l'Europe. Les institutions type INRIA. Il y a besoin de clarifier ce positionnement. Oui, mais la réflexion sur la place des collectivités locales dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est un peu la même chose. C'est exactement oui, mais c'est autorisé. Ils partis, ils donnent des subventions d'un côté, ils donnent des marchés publics de l'autre, en même temps ils sont sociétaires de la coopérative. Voilà, donc par rapport au vous rapprocher. C'est l'intérêt collectif, ça. Sur la vise, normalement, dans le cadre de l'intérêt collectif, ils ont un certain nombre de réponses. Il y a des positions très claires sur la capacité des collectivités d'être dans les deux postures. C'est exactement ce que m'a dit l'URSCOP. On m'a dit les collectivités territoriales passent des contrats avec les coopératives tout le temps et prennent part à la coopérative sans et ils peuvent en même temps la subventionner aussi. En plus, mais le problème c'est qu'apparemment les instituts de recherche ne sont pas au courant. Ah mais non, enfin, essayez de déposer une demande de contrat cifre à partir d'une SCIC, enfin, vous allez rire. Hein. Pourquoi le serait-il? On se demande. Donc l'autre chose que je voulais... Donc il y a aussi des activités de recherche qui sont plus du développement, parce qu'on a des acteurs qui ensuite, quand il faut que ça devienne des activités concrètes. Et c'est la posture du chercheur. Donc je vous en ai parlé un petit peu, un chercheur qui est acteur, et en même temps, puisqu'il y a beaucoup d'associations dont Tetris qui sont des associations d'éducation populaire, c'est quand même la reconnaissance du fait qu'on a tout intérêt à coopérer en mettant en commun les savoirs qu'on a acquis, soit par notre vécu, soit par notre pratique professionnelle, donc l'expertise de pratique, ou soit par des savoirs qui sont qui ont été plus construits dans une forme ou dans un contexte académique. Et que c'est parce qu'on va mettre dans un commun, effectivement, mais qu'on va mettre des règles aussi, parce qu'un commun, c'est pas un libre accès, hein. C'est un tas de règles sur lesquelles on définit.
et en partie des règles d'accessibilité. C'est parce qu'on va les mettre dans le commun, avec une posture de reconnaissance, d'égalité en dignité de ces savoirs, que l'on va pouvoir réellement coopérer autour de ces savoirs. C'est un petit peu ce qui ressort, même si la réflexion est toujours en cours et toujours en mouvance. Alors, particularité de Tetris aussi, c'est que ça se décline, tout ça se décline avec 4 axes de travail, d'activité, ou voilà, à chaque fois on va trouver des projets incubés, des activités, de la recherche. Tout ce qui est économie circulaire de territoire, avec des choses qui vont vers l'économie de la fonctionnalité pour certains des projets, mais pas pour tous, même s'il y a toujours une réflexion plutôt en logique de service qu'en logique de produit. Voilà, il y a aussi, c'est un accompagnement, c'est pas donc un tas de choses autour, en particulier des déchets, mais pas que, tout ce qui est une approche en termes de ressources du territoire. Deuxième axe de travail, c'est sur les mobilités, et pas que les mobilités en termes de déplacement, mais les mobilités aussi socio-professionnelles, et puis les mobilités cognitives, puisqu'on est des associations pour certaines d'éducation populaire. Donc c'est aussi un accompagnement au changement des représentations. Le troisième axe de travail, c'est le troisième axe de travail, c'est sur produire et échanger autrement, et pas consommer. Échanger autrement, donc où il y a effectivement des formes d'échange, voilà, la monnaie locale, tu en as parlé, la coopérative alimentaire qui est basée sur un principe de réciprocité. Et puis le quatrième axe, c'est une économie du numérique à forte utilité sociale et environnementale. Et donc c'est là où, comme Alexandre disait, effectivement il y a un Fab Lab, un Info Lab en construction, il y a une communauté effectivement du numérique, mais qui donc est en percolation, en coopération avec un atelier vélo, avec un atelier bois, avec un atelier jardin, avec des choses sur l'alimentation. Enfin voilà. En fait c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu de la transition écologique, mais pas au sens d'un tiers-lieu purement numérique, enfin voilà, un tiers-lieu quoi, comme on l'entend habituellement, et où des publics très divers, dont des chercheurs, se croisent et vont faire des choses ensemble. On revendique une place pour faire de la recherche autrement. Pas pour la recherche autrement, mais pour faire de la recherche autrement. Et je voulais partager donc quand même peut-être qu'il y a des personnes que ça peut intéresser. Il y a un livre blanc qui est en cours de rédaction actuellement, qui est porté par une structure nationale qui s'appelle Alliance Sciences Société, Alice, A2L-I-2S, qui fait des auditions jusqu'à fin février. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Justement pour repérer, ils font des focus group aussi pour échanger, etc. Mais en fait, leur but, c'est de repérer toutes les manières de faire de la recherche aujourd'hui. Et ils sont en train, donc c'est un livre blanc qui a été accepté, il y a une autosaisine, c'est accepté par le Parlement, il y a eu le lancement du livre blanc au Parlement, en vue de faire évoluer aussi le cadre législatif. Voilà, donc c'est intéressant que tous ceux qui sont dans une idée, voilà, en tout cas ça existe. Et puis l'autre chose que je voulais partager dans les relations aussi, les coopérations qu'on a, on a parlé pas mal de Michel Bowens, autour de l'idée de licence de réciprocité. C'est créé l'année dernière une association aussi qui vise à regrouper et à faire échanger les acteurs et les chercheurs sur les communs. Ça s'appelle la COP des communs. Michel Bowens est dedans, donc voilà, moi du coup j'ai la... C'est à l'intérieur de ça, il y a un ANR, je sais plus si on dit une, voilà, qui est sur effectivement toutes les questions que vous avez posées sur le commun dans l'entreprise comme un commun, donc toutes les questions que vous avez posées. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher, donc c'est Benjamin Correa effectivement, mais il n'y a pas que, parce que il y a énormément de juristes, et on a bien vu que c'était aussi une question d'évolution du droit, et de la représentation de la propriété qui est en jeu. Donc il y a énormément de juristes, il y a beaucoup de gens du numérique, pour tous ceux qui se posent, puisqu'il y a Michel Bowens, mais il y a aussi Valérie Peugeot, il y a plein de gens qui sont
investi et qui ont essayé d'œuvrer par exemple pour que dans la loi numérique il y ait le terme de commun, mais ils n'ont pas réussi. Enfin, bon. Donc il y a tous ces mouvements-là et je crois qu'on a aussi intérêt à plutôt que de s'éparpiller, à aussi aller rejoindre et apporter aussi notre coopération en toute transparence et en toute, quelque part, de donner à ces dynamiques-là, parce que en faisant le pari de l'intention réciprocitaire, un jour on fait le pari que ça nous sera utile. Et voilà, et donc la COP des communs, en fait, Tetris est membre depuis la création, et donc il y aura certainement un événement sur Grasse d'ici le mois de juin avec Coria, etc. Bowen s'il est en Europe à ce moment-là, parce que comment il voyage, c'est pas forcément évident. Mais voilà, donc il est donc ici la thématique, parce que c'est cette, enfin, à Tetris en tout cas, on est persuadé que c'est une approche par les communs, une approche conceptuelle par les communs qui permet de dépasser certaines limites, sans s'enfermer dans la vision actuelle des communs, et en justement en la dépassant. Donc par exemple, moi mon travail de thèse, ça consiste à essayer de croiser Ostrom avec Seine et les capacités, pour voir comment ça, donc avec le lien avec les deux. Tetris, c'est un lieu où on essaye de faire, parce qu'il y a quand même de faire et en même temps de faire de la recherche. Est-ce que tu peux nous dire, excuse-moi, tu peux nous parler un petit peu du modèle économique de Tetris, comment est-ce que vous vivez tout simplement? Chaque structure a son propre modèle économique et garde son entre guillemets indépendance, mais s'engage dans une logique de transparence et de coopération. Chaque structure s'occupe d'aller chercher les financements qui correspondent à son modèle, à son propre modèle. Tetris loue le local pour faire face à cette difficulté de l'accès au foncier dans les Alpes-Maritimes. On a décidé d'approcher les locaux comme un commun. C'est-à-dire qu'on n'a aucune répartition des surfaces par structure, on a une répartition des surfaces par usage. Ce qui nous a obligés de travailler avec des juristes sur l'écriture des baux de sous-location, qui ne ressemblent pas du tout à des baux de sous-location classiques. Puisque chacun va payer un loyer en fonction de ses moyens, et pas en fonction d'une surface ou d'un volume utilisé. Ce qui suppose une totale transparence, parce que quand les moyens évoluent, il faut que la contribution, pour permettre à une autre structure d'émerger qui, elle, n'a pas les moyens, etc., il faut que ça évolue. Donc, on a une transparence sur les modèles économiques de chacune des structures. Donc, Tetris loue ses locaux, les sous-loue aux structures. Ça ne couvre pas la totalité du prix de location d'origine, puisqu'on accueille aussi plein de projets qui sont en éclosion, en réflexion, etc., plein de structures, et donc il y a une subvention de la collectivité, donc du Pays de Grasse, qui couvre la partie des locaux qui n'est pas du loyer, qui n'est pas couvert par les structures, au titre de l'incubateur ou en tout cas de l'agitateur d'idées, et qui couvre un tiers des fonctions support, qui sont composées par une personne qui a un poste, on a une fiche de poste, qui évolue tout le temps, qui s'appelle facilitateur des coopérations. C'est franchement pas le poste le plus facile, de loin. Mais, et donc, bon, ça évolue. Et puis, il y a un poste administratif mutualisé, un poste de communication mutualisé. Et là, très récemment, puisqu'il y a plusieurs structures qui travaillent sur les déchets et qu'il y a des projets qui arrivent en phase de développement, je dirais, après la phase de R&D, etc., il y a eu l'embauche aussi d'un jeune ingénieur déchets. Beaucoup aussi issus des jeunes services civiques qui sont passés par le lieu. C'est aussi... Tout à l'heure, tu parlais de partage des savoirs, comment ça se caractérise dans les faits, ce partage de connaissances, de savoir, surtout autour des pratiques, entre chercheurs, entre les personnes qui sont dans ce lieu et qui participent aussi du développement des projets. Comment est-ce que ça se caractérise ? On le construit, c'est récent, donc on le construit au fur et à mesure, donc il y a énormément de temps collectif. Voilà. Il y a aussi tout ce qui va être l'accompagnement à laisser des traces
pas forcément sous forme d'une documentation telle qu'on l'entend dans des projets autour du numérique, etc. Parce que pour certains bénévoles, c'est complètement inaccessible. Donc ça peut être... il y a des murs d'expression de partout. On utilise beaucoup tous ces outils, effectivement, de laisser des traces, même qui peuvent être pensées comme... voilà, donc on a récupéré les tables du Crous de Nice et on a le droit d'écrire dessus. Voilà. Et donc tu as un tas de traces qui sont laissées aussi au fur et à mesure et qui sont collectées par des photos, par tout ça, qui constituent un matériel aussi pour pouvoir après échanger. Puis c'est des temps, donc on a lancé, il y avait des chercheurs du GREDEC qui sont là aujourd'hui, on a lancé des after-work de la recherche, par exemple. Des temps où alors, on essaye de varier les temps sociaux, on essaye même sur ces thématiques-là. Et comme c'est diffusé au travers des moyens de communication des associations d'éducation populaire, dans un after-work sur la recherche, on se retrouve effectivement avec des personnes qui n'ont pas de lien de proximité directe avec la recherche, mais qui, par le biais des associations d'éducation populaire, se sentent légitimes à être là. Voilà. Une source de financement dont on a peu parlé encore ce matin, c'est celle qui vient de la société civile, celle de l'épargne des ménages au final, qui est justement favorisée par les formes coopératives. Parce que c'est, alors j'ai bien compris que le business model de Tetris, c'était pas de dire à ses membres quoi faire au niveau des sources de financement. Est-ce que c'est quelque chose qui émerge au sein des associations notamment Oui, en fait, la réflexion, elle est toujours, on essaye qu'elle soit écosystémique. C'est-à-dire plutôt que ce soit une structure qui va monter son crowdfunding ou qui va faire appel ou mettre en place quelque chose, on essaye de voir à quelle mesure on peut développer, on peut s'appuyer sur des outils de la finance solidaire, toujours dans cette idée d'aller plus vers des communs que vers des solutions individuelles. Donc il y a un tas de choses qui sont travaillées, qui sont expérimentées entre des liens entre, par exemple, des cigales, qui sont des groupes d'investisseurs, et la monnaie locale, travaille aussi sur comment on pourrait éventuellement faire la preuve des économies d'énergie qu'on génère sur le territoire pour pouvoir aller chercher collectivement des certificats d'économie d'énergie qui alimentent la caisse de la monnaie locale. C'est tout ça, mais c'est en construction. Et en même temps, on s'alimente de plein d'expériences qui ont lieu partout en Europe. Voilà, c'est aussi un énorme travail de recherche. Donc c'est une énorme manière de remettre la recherche au service des citoyens justement. Voilà. En tout cas, au service de cette finalité de transformation sociale assumée et affichée par ces actions sociales. Déjà au contact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Désolé.